Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec aujourd'hui un test de la marque Sony, et pas n'importe quel Sony, l'Alpha One, le dernier boîtier sorti, le plus haut de gamme, le navire amiral de la marque, avec des caractéristiques alléchantes, 50 millions de pixels, 30 images par seconde, de la vidéo 8K, de la 4K à 120 images par seconde. N'en jetez plus, la cour est pleine. Allez, c'est parti pour le test, voyons ce que ce boîtier a dans le ventre. Allez, on attaque la présentation, l'ergonomie dans un premier temps de cet Alpha One. Alors il y a déjà des choses qui moi me plaisent beaucoup, à savoir ces barillet, la présence de ces nombreux barillet, il y en a 3, et ça c'est vraiment très très sympa parce que comme je l'ai déjà dit dans de nombreux films précédents, j'aime bien avoir visuellement tout de suite la possibilité de me rendre compte de ce qu'il y a comme réglage sur mon boîtier. Alors premier barillet, qui est un barillet double d'ailleurs, puisqu'il y a une première fonction sur le dessus ici, qui est la fonction de sélection de la vitesse de prise de vue. Donc là on est en vue par vue, après on a très rapide, rapide, moyen, lent. Et puis ensuite les fonctions bien évidemment classiques de pause et de retardateur. Alors je vous donne dans ce tableau l'ensemble des vitesses possibles. Vous voyez que ça monte à 30 images par seconde avec certains objectifs, c'est quand même assez monstrueux. Juste en dessous, ici, on a donc la possibilité de sélectionner l'AFS, donc le single, le continu. Alors je répète, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais je pense que vous l'êtes déjà tous au courant. AFS c'est vue par vue, AFC c'est en continu, et puis bien sûr la vue prise de vue manuelle. Bon, là aussi on a à chaque fois une sécurité, le barillet ne peut pas tourner tout seul. Ici, on a le classique, hein, le PASM, donc priorité, enfin mode automatique en photo, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, manuel, bon bref, rien que du très très grand classique, et puis la fonction tout de suite vidéo ici qui s'affiche, bon ça c'est vraiment très bien. Ensuite, on a les 3 modes préprogrammés. Donc ça aussi, vous allez pouvoir tout à fait choisir exactement vos réglages type et les rappeler immédiatement sur ces 3 modes, 1, 2, 3. Et puis ensuite le programme auto, enfin je vois pas trop ce qu'on peut faire avec un programme auto, avec un boîtier pareil. On a donc les doubles molettes, la double molette classique, une à l'avant, une à l'arrière, hein, donc celle à l'avant est plutôt bien placée, un petit peu identique à ce qu'on peut trouver chez Nikon. Vous vous rappelez sur le Canon R5, c'était un petit peu plus sur le dessus, bon enfin après c'est vraiment de l'anecdotique, on va dire. Alors ensuite, donc, bah, on a classiquement, vous voyez, ça se raffiche ici. Ça, c'est très bien d'ailleurs. La fonction qui est réglable, puisque là, je suis en priorité vitesse, la fonction qui est réglable, eh bien, s'affiche en orange. Et ça, c'est quand même très, très pratique. Alors, bien évidemment, si on passe sur la priorité à l'ouverture, on va faire varier l'ouverture. Moi, je l'ai assigné à l'arrière, pour pas confondre avec la priorité à la vitesse quand je suis en mode priorité vitesse. Bon. Tout ça est paramétrable, vous avez des menus qui vous permettent absolument de faire ce que vous voulez, ça c'est quand même très très pratique. On a bien évidemment les touches C1, C2, ce sont des réglages que vous allez pouvoir assigner. Donc par exemple moi j'ai mis ici sur le C1 le mode de mesure, hein. Donc là on va le faire varier tout simplement ici. Donc là je suis en multi, en centre, en spot standard, enfin bon vous voyez il y a toutes les mesures classiques avec les différentes possibilités. Donc rappelez immédiatement sur le C1, sur le C2 j'ai la zone de mise au point, donc là aussi on la fait varier, donc zone large, ensuite fixe au centre, suivi large, bref, là aussi c'est assignable, chacun trouvera chaussure à son pied si je puis dire. Toutes les touches pratiquement sont programmables, hein. Je vous mets un petit schéma qui montre un petit peu tout ça, c'est vraiment impressionnant. Alors la touche C3 et la touche C4 sont positionnées ici et ici. La C3, je lui ai assigné ce que Sony appelle l'apparence création. En fait, c'est une sorte de profil d'image en mode photo. Alors vous savez qu'on n'a pas le même assignement de touches préprogrammées en mode photo ou en mode vidéo. Donc si vous passez ici en mode vidéo, vous avez ici un assignement qui est aux ISO. Et si je repasse en mode photo, hop, je suis sur cette apparence création. L'apparence création, c'est donc le profil d'image.
En standard, vous avez quelque chose qui est pratiquement prêt à l'emploi, si je puis dire, qui est vraiment très bon, très fin, très détaillé. Si vous voulez aller plus loin en post-traitement, eh ben moi j'utilise beaucoup le neutral. C'est vraiment quelque chose qui est encore plus doux, encore avec beaucoup plus de nuances et qui est vraiment très intéressant en post-traitement. Et puis alors j'ai découvert un truc, enfin découvert, c'est un bien grand mot, mais sur cet appareil en tout cas, le noir et blanc, le black and white. D'habitude j'utilise la suite Nik Collection avec le Silver FX Pro que j'aime beaucoup, mais là je dois avouer que le noir et blanc direct de l'Alpha One est vraiment excellent. Enfin, la touche C4. Alors, la touche C4, je lui ai assigné le crop APS-C. Vous voyez, il apparaît ici dans l'angle en bas à droite. On sait très bien qu'avec l'Alpha One, on a 50 millions de pixels. Donc, vous imaginez bien que même en mode APS-C, on a encore beaucoup, beaucoup de pixels. Et ça peut être très, très pratique de se rapprocher très, très rapidement. Tac, un petit clic et je passe en APS-C. On peut cropper dans l'image volontiers. Alors il y a une chose sur laquelle je voudrais aussi revenir avec vous, c'est sur la personnalisation de ce boîtier. L'Alpha 1, comme tous les gros boîtiers haut de gamme des différents constructeurs, nécessite vraiment une appropriation importante. Il faut arriver à trouver une logique, votre logique, c'est ça qui est important, votre logique d'exploitation de ce boîtier. C'est un outil de travail extrêmement complet. On a donc à notre disposition beaucoup de fonctions et ces fonctions, il faut les placer aux endroits où c'est le plus pratique pour vous selon votre logique. Vous voyez par exemple dans ce menu jaune, sur la page 3, vous avez réglage de la touche perso. Donc ça c'est très simple. On va aller ici vérifier quelle touche on veut assigner. Vous allez ainsi pouvoir faire défiler toutes les touches très facilement, les repérer sur le boîtier. Et une fois que vous avez choisi la touche que vous voulez assigner, par exemple donc là, la C3, eh bien vous cliquez à l'intérieur de la molette de commande. Et là, vous allez pouvoir choisir absolument ce que vous voulez assigner à cette touche, y compris même en revenant dans les menus. Vous pouvez décaler vos onglets, aller choisir dans votre menu ce qui vous intéresse. C'est vraiment extrêmement pratique. Là, on a vraiment absolument tout sous la main. Vous avez aussi ce bouton FN. Le bouton FN, le bouton fonction, permet là d'accéder à 12 réglages, à la fois en mode photo et en mode vidéo. Et à chacun de ces réglages, vous allez assigner vraiment la fonction qui vous intéresse le plus dans l'ordre que vous le souhaitez. Il faut bien comprendre une fois de plus que c'est votre logique qui doit être mise en œuvre de cette façon-là. Si vous êtes photographe de mode, si vous êtes photographe de rue, si vous êtes vidéaste spécialisé dans le concert, enfin bref, peu importe votre travail avec ce boîtier, vous allez pouvoir ainsi assigner les fonctions les plus importantes et celles dont vous vous servez le plus souvent sur le bouton FN, le bouton fonction, et retrouver ainsi très rapidement ce que vous souhaitez. Mais c'est pas tout, parce que dans le réglage, le premier réglage, l'étoile grise, vous avez réglage de mon menu. Et là, vous pouvez choisir le menu qui vous intéresse le plus. Vous pouvez ajouter un élément, supprimer. Vous voyez, on peut vraiment rajouter absolument ce qu'on veut. Donc, vous allez pouvoir vous faire votre menu à votre main, exactement selon les paramètres qui vous intéressent le plus et ce dont vous avez le plus besoin. Alors il y a une logique de niveau. On a vu les touches C1, C2, C3, C4, on a vu la touche FN, et là c'est un troisième niveau, un troisième étage, c'est la logique des menus. Alors C1, C2, C3, C4, c'est vraiment l'accès direct. FN, on va dire, c'est un deuxième niveau qui vous permet d'aller un petit peu plus loin que ces réglages directs avec 12 éléments. Et le troisième niveau, c'est le réglage de votre menu personnel, où là, vous allez pouvoir vraiment configurer totalement le boîtier à votre main. Et ce qui est absolument très sympa, c'est que dans affichage de mon menu, si vous mettez sur On, eh bien chaque fois que vous allez rappeler le menu avec la touche menu, vous irez directement sur votre menu spécifique que vous avez fabriqué, qui correspond exactement à votre usage, et avec les fonctions du troisième niveau, après les touches C1, C2, C3, C4, après la touche FN, vous allez avoir votre menu spécifique lié à votre utilisation. Voilà les trois étages logiques de fonctionnement de ce boîtier qui vous permettront vraiment d'avoir l'outil de travail qui correspond à votre utilisation.
J'ai pratiquement rien à reprocher à cette ergonomie, elle est très bonne. Je vous le répète, moi j'aime beaucoup la possibilité d'avoir cette visualisation directe quand je prends le boîtier. Je vois que je suis en priorité vitesse, je vois que je suis en cadence élevée, moyenne ou en vue par vue, je vois que je suis en AFS ou en F continu. Bref, voilà, j'ai déjà, pas tout, mais une grande partie des fonctions que je peux visualiser directement. J'aime beaucoup, beaucoup cette ergonomie. Un petit point quand même, vous avez ici sur cette face, un bouton AEL hein, qui rappelle donc, là moi je lui ai assigné le type de qualité d'image que je peux avoir en photo, c'est très bien. Le problème c'est que quand je vais, et je m'en sers très souvent, de cette molette arrière bien évidemment, ça c'est forcément quelque chose que l'on tourne très souvent, eh bien, mon pouce appuie systématiquement, vous voyez, sur ce bouton. Ça, c'est quand même pas terrible. Je pense que ce bouton-là, il aurait fallu le mettre ailleurs, peut-être un petit peu plus ici, un petit peu plus bas, parce que là, vraiment, hop, je tombe directement dessus, c'est pas génial. Ici, sur cette face arrière, le bouton de visualisation, bon, très classique. On appuie 2 fois sur la poubelle pour effacer, là aussi, très très bien. Dans les choses intéressantes, là sur la face arrière, on a sur le pad, ici, le display qui permet de sélectionner différents modes d'affichage. Donc vous voyez, je l'ai fait défiler. Là aussi, on peut paramétrer beaucoup de choses. Moi, je me sers énormément de l'histogramme, bien sûr. On a aussi un niveau qui est très très pratique. On a un rappel de l'ensemble pratiquement des choix que l'on a fait. Et on a aussi, très bien, la possibilité de carrément ne plus avoir du tout d'écran arrière. Et ça peut être très sympa en concert, dans le noir, etc. Dans les petites choses très sympas, on a par exemple, lorsqu'on a des collimateurs comme ça qui se baladent un peu dans tous les sens, ici, si on appuie directement sur le pad, vous voyez, j'ai le collimateur qui revient au centre et qui se met au centre. Alors ça c'est très très bien puisque on a tellement de collimateurs, on a un ensemble de collimateurs très très important, vous savez maintenant sur les hybrides, particulièrement sur cet Alpha One. Si par exemple le visage est ici dans le coin droit et que vous voulez absolument mettre au net sur un premier plan ou un plan au milieu qui est vraiment plus important pour vous et le visage à l'arrière doit être flou, et bien hop, un petit coup au milieu et crac, vous avez le collimateur qui se replace au centre. Ça, c'est quand même vachement pratique. Dans les choses aussi intéressantes, vous avez ici la possibilité d'agrandir la visée sur l'écran. Donc ça, c'est très bien. Je vous le montre hein, en appuyant sur poubelle une première fois. Donc hop, voilà. Alors le viseur, c'est quand même un point fort de l'Alpha One, hein. Je vous le rappelle, 9,43 millions de pixels, c'est une définition record, il n'y a pas d'appareil à l'heure actuelle sur le marché qui fasse aussi bien, avec un grossissement de 0,90, là aussi c'est vraiment très bien. Alors par contre, si on peut régler la température de couleur ainsi que la luminosité, on ne peut pas régler le contraste, en tout cas moi j'ai pas trouvé comment, et c'est vrai que ce contraste est un peu fort et m'a gêné à certains moments. Alors la solution que j'ai trouvée pour pallier à ce problème de contraste trop fort, c'est de changer le profil d'image et du mode standard que j'ai utilisé précédemment, je suis passé sur le PP3 qui est le mode naturel. Le contraste est moins élevé, les couleurs sont moins saturées, ça correspond bien à ce que je vois dans la réalité. Par contre, attention, il faut bien sélectionner le mode de défilement standard, parce que contrairement à ce qu'on pourrait vous annoncer, y compris dans la nomenclature Sony, il y a une différence entre le standard et le élevé. On sait très bien qu'en très élevé, la définition baisse, et on a également une réduction un petit peu de la fenêtre du viseur, mais entre le standard et le élevé, j'ai aussi constaté des différences. En élevé, en mode de défilement élevé, on a des petites scintillements qui apparaissent dans les parties sombres et on a aussi quelque chose qui est moins agréable. Donc bien rester sur le mode standard, sauf à prendre des images très rapides en rafale. Mais au-delà de ce petit inconvénient, ce viseur est quand même exceptionnel, à tel point que je me suis surpris plusieurs fois à visualiser les images que j'avais prises, non pas sur l'écran arrière, mais bien dans le viseur, qui est vraiment magnifique. Alors justement, parlons de cet écran arrière. Là, je serai moins dithyrambique. 1,44 million de pixels, c'est une définition quand même relativement modeste qu'on peut trouver sur des appareils beaucoup moins haut de gamme. Et en plus, la taille de l'écran est quand même pas énorme. Il s'agit d'un 3 pouces, 7,5 cm de diagonale. Mais si on regarde la largeur sur la hauteur, là, on est sur 6 cm sur 3,4.
C'est vraiment petit, c'est gênant pour lire les menus. Pour les gens comme moi qui sont presbytes, c'est l'obligation de prendre les lunettes. Et que dire des personnes qui ont des mains un peu grandes, c'est mon cas, avec des pouces en conséquence, bien évidemment. Et là, quand il s'agit d'aller chercher un menu, un onglet dans le menu, on est souvent en train de riper, de déborder sur un autre onglet, de ne pas choisir le bon. Enfin bref, c'est pas très pratique. C'est certainement le prix à payer pour avoir un format aussi compact et aussi léger. Bien évidemment, sur un format plus grand, on aurait pu avoir un écran là aussi beaucoup plus confortable. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, je le répète, ces barrières, moi j'adore, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Visualisation directe, accès direct aux fonctions, c'est vraiment génial. On a également beaucoup de boutons préprogrammables qui sont vraiment très intéressants, faciles d'accès. Et on a en plus un boîtier qui est léger, très compact. Certains diront trop compact. Bon, ça dépend de l'objectif que l'on y monte dessus. Vous voyez là, c'est un 24 1.4 et beaucoup d'objectifs chez Sony. Vraiment, Sony a pensé à ça, à faire des objectifs qui sont encore très compacts. Vous voyez, pour une ouverture 1.4, c'est vraiment très très raisonnable. Après, c'est sûr que si vous avez qu'un 400-2.8, un 604 dans votre placard et que vous ne prenez que ce type d'objectif, je pense que le boîtier sera un petit peu léger et il faudra rajouter une semelle d'alimentation qui permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud. Oui, c'est petit, oui, c'est compact, oui, c'est discret. Certains diront que ça ne fait pas assez pro. C'est vrai que chez certains clients, on peut être surpris de voir un tout petit boîtier comme ça arriver à la place de certains grosses enclumes que l'on a l'habitude de voir en pro, mais ça fait le taf et c'est quand même vachement sympa. Moi qui suis souvent en montagne, vous le savez, eh bien j'apprécie beaucoup un poids aussi contenu, un peu plus de 700 grammes, c'est vraiment très bien. On a également bien évidemment absolument tout ce qu'il faut en connectique et avec des trappes qui sont là aussi très pratiques, très bien faites, peut-être mieux que les petits caoutchoucs qu'on enlève habituellement chez certains. Alors autre chose, peut-être un petit peu moins pratique que là aussi que pour d'autres. Vous voyez, pour enlever la trappe qui donne accès à la batterie, donc là on a un petit clapet à enlever, mais il ne se repositionne pas tout seul, il faut hop, retirer le clapet. Là aussi, je raisonne par rapport à mon utilisation, parfois en montagne, avec des gants, etc. Je trouve ça pratique d'avoir simplement à le rabattre sans avoir à reloquer avec le petit clapet. Bon, c'est un point de détail. Alors, pour l'accès aux cartes, pareil, on a aussi deux fonctions, enfin deux gestes à faire. Il faut tirer un petit peu cette première languette et ensuite tirer vers l'arrière pour vous donner accès aux deux logements de cartes, puisque vous savez qu'il y a deux logements. Là aussi, petit détail, il faut faire attention, puisque les deux cartes s'en fichent de façon différente. Celle-ci, dans ce sens-là, hein, c'est donc, ça c'est la SD, alors elle est un petit peu à l'envers, et par contre la CF Express type A, eh ben, elle est dans ce sens-là, donc bon, une dans un sens, une dans l'autre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, c'est comme ça, un petit détail là aussi. Alors autre chose qui pourra peut-être intéresser certains d'entre vous, c'est qu'on peut non seulement recharger directement l'appareil par la prise USB-C qui se trouve ici, mais que ça fonctionne également avec un petit dock. Alors moi j'ai une batterie externe, enfin j'en ai même deux, j'en ai une comme ça qui me sert en balade tout simplement, et puis j'en ai même une avec un panneau solaire, hein, lorsque je suis en randonnée plus lointaine. Eh bien on peut tout à fait recharger en branchant donc par la prise USB-C, voilà. Et là, on a un petit sigle qui va apparaître. Voilà, ce petit sigle, il est ici. Et on voit que la batterie, il y a une prise secteur à côté de la charge de la batterie. Et vous voyez, on a la possibilité d'avoir cette recharge en continu, y compris quand on se sert de l'appareil. Donc ça, c'est pas gros. On peut avoir un fil un petit peu plus long pour le mettre dans sa poche. On peut aussi avoir donc une journée assez remplie, mais avec une petite pause entre deux séances. Et tac, si on n'a pas l'électricité, on peut avoir ce dock. Bref, c'est vraiment très très pratique. C'est à souligner. Ça marche parfaitement bien. Voilà, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce boîtier. Et croyez-moi, il y a du taf.
Alors, c'est pas si simple de formuler des critiques sur un boîtier aussi complet que le Sony Alpha One. Alors, dans les choses que j'ai trouvées absolument parfaites, c'est d'abord l'exposition. Elle est très très bonne dans tous les cas, à l'ombre, la lumière, en intérieur, en extérieur. Jamais j'ai eu besoin de reprendre cette exposition. Elle est vraiment exceptionnelle. Autre point tout aussi remarquable sur ce boîtier, c'est l'autofocus, bien évidemment. Il accroche très bien et il suit remarquablement les sujets. C'est vraiment extrêmement facile de faire des photos d'action, contrairement à d'autres marques. Là aussi, vraiment beaucoup de plaisir à utiliser le boîtier. Un point tout aussi important, la dynamique de lumière et son corollaire, la récupération de haute lumière, fonctionnent très bien. Là aussi, pas de problème particulier. La balance des blancs est plutôt neutre avec une très très légère dominante bleu-vert, mais ça se corrige là aussi facilement et même dans la plupart des cas, je n'y ai pas touché. Allez, dans un premier temps, je vous propose de détailler un petit peu tous ces points en commençant par l'autofocus. Premier exemple avec mes petits modèles préférés, qu'ils en soient remerciés. Alors là, vous voyez, on est sur un 70-200 2.8 à pleine ouverture, à 2.8, à 1/1600e de seconde. Et puis on s'aperçoit que bah, ça suit. Alors bon, Lightroom ne suit pas forcément toujours très très bien, mais pour l'instant ça va. Et c'est ce qui est important, je vous montre juste cette action parce que bah, là, voilà, tac. Ce qui était intéressant, c'était ça, ne pas rater. Je suis net jusqu'au bout de l'action, même si ça fait un petit peu mal. Et ouais, mon pauvre garçon. Vous voyez, là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très bon jusqu'au bout. Et si on agrandit, bien évidemment, dès que l'image aura chargé, voilà, c'est parfaitement net. Il n'y a aucun problème. Ce deuxième exemple va être en deux parties. La première partie, vous allez voir, je suis resté à 200 mm en cadrage pour avoir vraiment le visage du jeune cycliste plein champ. Et là, ça reste bien net jusqu'au bout. Vraiment, on voit que le garçon est extrêmement concentré. Et alors le même exemple, mais là j'ai fait carrément varier la focale, vous allez voir. Donc là je suis toujours à 200 mm, on est bien à 200. Et puis comme le garçon se rapproche, et là je voulais avoir son saut en entier, j'ai diminué petit à petit la focale. Donc là je suis toujours à 200. 70 mm, donc je suis passé de 200 à 70 et on a toujours cette même netteté, c'est parfait. Alors certains pourraient me reprocher d'utiliser des objectifs particulièrement spécialisés pour le sport, hein. C'est vrai, le 70-200 à ouverture 2.8, c'est quand même quelque chose, c'est une référence hein, en photo sportive. Eh bien là, j'ai changé complètement d'objectif puisque j'ai pris un 24 mm hein, qui ouvre à 1.4 et en plus je l'ai ouvert à 1.4. Donc on va voir si ça suit une action assez rapide. Bah oui, pas de problème. Vous voyez, là, j'ai réussi à capter à 30 images par seconde l'ensemble de l'action et ça reste net. Il n'y a pas de pompage, il n'y a pas de dérive, hein, c'est parfait jusqu'au bout. Ouais, ça marche aussi avec ce type d'objectif. Super. Alors, je vous montre aussi cette vue parce que elle est aussi révélatrice des limites de l'algorithme, de l'intelligence artificielle du boîtier. Et là aussi, il faut que le photographe pense un petit peu à ce qu'il souhaite faire. Bien sûr, on peut avoir une idée du cadrage, de la lumière, mais il faut aussi raisonner avec l'algorithme et les choix, surtout les paramétrages que l'on doit faire, en particulier sur la fonction de tracking. Là, j'ai réussi à faire une photo. Certes, elle n'est pas désagréable, c'est sympa, cette trottinette en gros plan tout à fait nette, et puis le sujet, le patineur, le jeune patineur derrière un peu flou, mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. On est sur les limites un petit peu de ce que peut faire un boîtier, y compris un boîtier aussi évolué que l'Alpha One. Il faut toujours penser à son paramétrage et à l'image finale que l'on souhaite obtenir pour avoir vraiment le meilleur réglage qui correspondra parfaitement à ce que vous voulez avoir comme résultat. Une fois de plus, là, j'avais moi comme intention d'avoir le patineur net, mais pas la trottinette nette. Voilà, bon. C'est pas la faute du boîtier, c'est la faute du photographe et du paramétrage, du choix du paramétrage que l'on doit faire. Cette nouvelle scène pour vous montrer un petit peu les limites de l'AF et de ce que j'ai pu rencontrer comme petite difficulté à certains moments. Une fois de plus, on est dans le cadre d'un test. J'ai fait beaucoup d'images. La très grande majorité était parfaitement nette. J'essaie de trouver là aussi les petites limites pour vous montrer, vous indiquer un petit peu ce qu'il faut éviter de faire à certains moments. Alors déjà, premier point, c'est que l'Alpha One reconnaît les visages d'assez loin.
Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, là, le visage est quand même relativement petit. Il l'a tout de suite reconnu. On a une reconnaissance non pas de l'œil, mais du visage. C'est déjà tout à fait bien pour une distance aussi importante. Et donc là, bah, pas de problème. On va suivre un petit peu ce jeune sportif. Et là, c'est tout à fait net, il n'y a pas de problème. Et puis est arrivé ce gros remous. Et donc le visage a été partiellement ou presque totalement caché par le remous. Et donc l'algorithme n'a pas eu d'autre solution, et c'est tout à fait logique, d'aller chercher quelque chose. Et entre autres, bah, ça a été cette vague, ce remous qui est un peu contrasté. Donc il est mis net là-dessus, très bien. Par contre, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'il a fallu quand même un certain nombre d'images, je vous les fais défiler, pour que, alors que là le visage était quand même bien net, pour que l'Alpha One retrouve le visage et la netteté sur le visage. Voilà, là on y est bon. Mais vous voyez, il y a eu quand même un certain nombre d'images. Ça n'a pas été tout à fait aussi rapide que je l'aurais souhaité. Donc là, on a eu vraiment les limites un petit peu de l'algorithme, de ce qui peut se passer au niveau de l'Alpha One. Une fois de plus, attention au paramétrage, à bien choisir les bons menus, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir quelque chose de parfaitement net tout le temps. On est vraiment sur l'extrême frange. J'ai fait des milliers de photos et je vais dire c'est de l'ordre de quelques pourcents les photos qui n'étaient pas nettes. Donc dans une très très grande majorité des cas, c'est vraiment tout à fait remarquable et l'AF suit tout à fait bien. On a juste quelques exemples comme ça que je vous mets en exergue pour être plus parlant dans un test, c'est un peu normal, mais là aussi, n'allez pas tirer de conclusion dans le mauvais sens. L'AF est excellent et ça permet vraiment de prendre en toute sérénité des photos dans un cadre sportif et qui resteront parfaitement nettes et parfaitement exploitables. Autre point qui pour moi est très important, c'est la capacité dynamique, l'écart entre les très hautes lumières et les basses lumières que le capteur peut supporter. Là, je vous ai pris un exemple où il y a un fort contraste entre un premier plan qui est relativement sombre et puis un arrière-plan qui est très lumineux. Et on va voir un petit peu ensemble comment on peut se dépatouiller d'une image pareille. Donc là, elle est prise avec le 24 mm, le 24-1.4. On est à pleine ouverture au 16 millième de seconde. Ça aussi, c'est un point que je voudrais souligner. Ce boîtier est capable de monter au 1,32 millième de seconde. Et lorsque l'on veut, en pleine lumière, en extérieur, utiliser une très grande ouverture, un 4, un 2, comme maintenant on peut avoir sur certains objectifs, c'est quand même génial d'avoir justement ce 1,16 millième ou 1,32 millième, ce que l'on n'a pas sur d'autres boîtiers, d'autres marques, ce qui oblige à mettre des filtres ND. Et là, la plupart du temps, j'ai pu m'en passer. C'est un petit point de détail, mais très important. Allez, revenons à cette dynamique. Alors là, on va simplement diminuer un petit peu les hautes lumières. Je vais travailler avec vous cette photo comme je la ferai pour moi. Je vais remonter un petit peu quand même l'exposition pour arriver à peu près en limite au niveau de l'histogramme. Bien sûr, remonter un peu les ombres, parce que c'est ce qui m'intéresse, en l'occurrence, ce premier plan. Remettre un petit peu de contraste, parce que j'aime bien avoir une image un petit peu péchue, surtout sur comme ça du paysage. Diminuer encore un petit peu les noirs. Enfin, je fais ma petite sauce à ma façon, comme je le ferai pour développer une image à titre personnel. Voilà. Là, j'ai à peu près ce que je veux. Je rajoute un tout petit poil de clarté, mais vraiment un tout petit peu, et puis un peu de vibrance. Correction du voile à peine, c'est vraiment... voilà. Je vous mets les deux images avant, après, donc avant à gauche, après à droite. Vous voyez qu'on a quand même une très très bonne marge, une très bonne latitude de rattrapage des hautes lumières. Donc c'est vraiment très agréable à travailler. On parle de 12-13 stops de dynamique et je pense que réellement c'est là. Alors rapidement quelques exemples supplémentaires. Donc là c'est à l'intérieur d'une église avec un petit point lumineux qui arrivait sur une icône au plafond et bien évidemment c'était assez sympa ce petit spot lumineux mais on ne voyait absolument rien tout autour. Donc vous voyez on arrive quand même à un résultat global qui est quand même assez intéressant mais il y a des petites contreparties, on le verra tout à l'heure dans la montée en ISO et là on est assez haut en ISO, vous allez voir que le fait de retravailler cette image-là implique aussi une montée du bruit qui n'est pas négligeable. Ça sera le prochain chapitre, j'y reviens tout de suite.
Nouvel exemple qui ressort typiquement de mon travail en montagne, et on voit là que on a cette possibilité d'avoir des contre-jours. Moi j'aime bien les contre-jours avec une neige comme ça qui vole un peu, c'est sympa, mais bon, bien évidemment, les sujets sont souvent un peu bouchés, et là, vous voyez, on arrive vraiment à récupérer complètement le visage. Là, je suis fortement agrandi, bien évidemment, donc le visage est bien récupéré et la neige reste parfaitement bien exposée. Alors déjà, je l'ai déjà dit précédemment, l'Alpha One a vraiment une capacité à être très juste en exposition, mais avec cette grande dynamique, on a vraiment une très grande latitude de correction, y compris sur un rendu qui est très naturel et qui permet d'avoir les visages en contre-jour sans sacrifier la beauté de la haute lumière. C'est tout à fait préservé. On a un histogramme qui est complètement plein, hein, du début des zones les plus sombres noires aux zones les plus claires. On a quelque chose qui est vraiment bien débouché, le visage est parfait. Non, c'est vraiment une fois de plus très agréable. Alors pour cette montée en ISO, je m'y suis repris en 2 fois parce que j'ai eu des résultats, comment dire, auxquels je ne m'attendais pas tout à fait. Dans un premier temps, j'ai utilisé mon petit montage habituel et je suis parti d'un ISO très bas, 64 ISO, et puis je suis monté un petit peu dans les paliers dans lesquels je monte habituellement, à savoir, vous allez le voir, hein, on va passer à 100, ensuite on va être à 400, 800, 1600, 3002, enfin 6004, on double les valeurs à chaque fois, 12008, 25 000, bon là 40 000 au lieu de 52 000, c'est à peu près identique, et puis le 102 000. Voilà, on va voir ça en détail, hein, vous inquiétez pas. Donc je reviens à 64 ISO, donc ça c'est les paliers habituels. On va déjà voir un petit peu ce qui se passe dans un premier temps sur cette montée en ISO. On va cropper un petit peu. Alors bien évidemment à 64 ISO, c'est parfait, hein, ça serait le comble. Ensuite on va monter gentiment à 100 ISO, pas de différence. On monte à 400 ISO. Là on peut dire que la structure n'est pas tout à fait la même, mais la mise au point n'est pas tout à fait au même point, au même endroit non plus. Donc bon, ceci expliquant cela, je reviens sur la mise au point sur la statue devant. Et là, je suis à 800 ISO. 800 ISO, ça m'a déjà interpellé parce que j'ai dit, bon sang, il y a quand même un petit peu de bruit. Alors une fois de plus, il est très harmonieux, il est assez doux, mais 800 ISO quand même, quand on agrandit aussi fortement l'image, on voit le bruit. Sur des grands tirages, sans post-traitement, ça peut éventuellement se voir. Là, je passe à 1006 et on a ce bruit qui augmente tranquillement. 3002, là quand même j'ai été étonné. 3002, j'ai dit ouf. Ah ouais, là, il y a quand même, vous voyez, bon, j'agrandis, hein, bien sûr, mais même sur l'image en format, là j'ai un 27 pouces, donc on va dire que l'image représente à peu près entre un A4 et un A3, je vois déjà dans le blanc, sans agrandir, je vois un petit peu ce bruit qui arrive. Et puis 6004, bien sûr, c'est plus important. Là, on le voit, y compris sur le pot en terre ici, on le voit aussi sur la statue. Alors, ça ne dégrade pas l'image tant que ça, hein, c'est juste un peu de bruit qui arrive, qui diminue un petit peu l'impression de netteté et en tout cas la précision de l'image. Et on n'est qu'à 6004. À 12008, ça m'a quand même chagriné un petit peu cette montée. Et si je vais au-delà de 12008, ce que je fais personnellement assez rarement, 25 000, bon là on le sait, de toute façon c'est des limites pour ces capteurs extrêmement définis, très pixelisés, hein, je vous rappelle 50 millions de pixels. Non, 25 000, là, sans post-traitement, c'est pas acceptable. Je parle pas du 40 ou 50 000 ISO, désolé, là j'ai fait un petit ripage, j'ai pas affiché 52 000, mais bon, 40 000 et 50 000, c'est strictement identique. Et puis sans parler du 102 000, là, qui est, je sais pas trop pourquoi il est là d'ailleurs. Alors il paraît que DxO fait des merveilles, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer pour réduire ce bruit. Donc voilà, donc si je redescends gentiment, 25 000, 12 000, 6004, 3002, il faut que j'arrive pour moi à 1600 pour avoir quelque chose qui soit pratiquement parfait. Là, oui, d'accord. Du coup, j'ai fait une deuxième manip
en essayant de déterminer les seuils à basse sensibilité, les seuils où on a vraiment une bascule au niveau du bruit. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc là, je suis sur une autre image, dans des conditions de lumière faibles également, hein. Donc je suis à 50 ISO. Et là, je vais essayer avec vous de déterminer ces seuils qui font que le bruit augmente. On croit que le bruit augmente progressivement, mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Il y a vraiment des paliers où du bruit apparaît de façon un petit peu plus importante. Donc voilà, 50 ISO, on va agrandir l'image. Donc là, 50 ISO, aucun souci, c'est parfait. On voit pas de différence quand on passe à 64, ni à 80, ni même à 100. Jusque-là, je dirais que pas de souci, c'est strictement identique. Passons voir à 125. Alors, je ne suis pas certain que l'on voit vraiment de façon très précise avec la compression YouTube, mais vous pouvez me croire sur parole, 125, c'est extrêmement ténu. On le voit un petit peu dans le gris ici, sur la caméra du drone. On a un tout petit peu de grain. Le premier palier, très très léger, entendons-nous, on est dans du test, je le répéterai jamais assez, on est en train de chercher la petite bête, mais c'est aussi pour vous donner le maximum d'indications. Donc là, moi j'estime qu'à 125, on a un tout petit palier, mais un palier qui est franchi par rapport à 100 ISO et en dessous. 160, 200, 250, 320. 320, on a un deuxième petit palier. Là aussi, on le voit là sur le gris, très légèrement, ça bruite. Là aussi, c'est presque imperceptible, mais c'est un petit peu plus marqué. Entre 250 et 320 ISO, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous remets quand même l'image plein cadre pour que vous ne me fassiez pas dire là aussi ce que je ne veux pas dire. C'est une très belle image. 320 ISO est une valeur de sensibilité totalement exploitable, sans arrière-pensée, sans post-traitement, etc. Mais on a déjà un petit palier de bruit qui apparaît. Continuons notre balade dans les hautes sensibilités. On est à 400, 500, 640. 640, j'espère que vous pouvez le voir. Là, on a quand même aussi l'apparition d'un bruit un tout petit peu plus marqué. On le voit, vous voyez, là aussi dans le bras du drone. C'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Je vais vous mettre une image d'un portrait. Voilà. Vous voyez que dans cette image, on a là aussi, à 640 ISO, du grain qui apparaît. Ça m'a surpris. C'est pas quelque chose d'habituel sur les derniers boîtiers sortis. Bon, je vous le livre tel que je l'ai constaté. Continuons notre petite promenade avec l'image du drone à l'écran. Donc 800, on est là maintenant à 1000, 1250, 1600. Je dirais que le bruit augmente de façon, là pour le coup, très linéaire, hein, à partir de, on va dire, 640 jusqu'à 1600 ISO. C'est très contenu, on le voit apparaître, on le voit, vous voyez, sur le bras du drone là, on le voit dans le gris de la tête de caméra. Là, nous sommes à 2000 ISO, c'est assez semblable. 2500 ISO, toujours une augmentation très très progressive. Et puis on passe à 3200 ISO. Alors là, il y a un autre palier. Et je trouve que ce palier, il arrive un peu tôt. 3200 ISO, vous voyez, là, on a quand même une dégradation de la définition. On a une apparition, une espèce de bruit, de grain, enfin, appelez ça comme vous voulez. On le voit bien sur la tête de caméra, on le voit bien sur le bras, on le voit bien aussi sur les parties claires. Ce n'est pas que sur les parties sombres, bien sûr, sur les parties sombres, on le voit, mais aussi sur les parties claires, en arrière-plan. Ouais, 3200, c'est là aussi vraiment un autre palier, un palier important. Si on veut quelque chose de parfaitement défini, je vous remets l'image plein cadre. Et là, vous voyez, sur le fond, on voit déjà ce grain apparaître. C'est, une fois de plus, pas rédhibitoire. On n'a pas des points colorés qui se baladent. Non, c'est très bien fait. C'est vraiment... Ça se corrige là aussi en post-traitement. Mais il faut le savoir, dès 3200 ISO, pour moi, l'image a besoin d'être post-traitée si on veut quelque chose de parfait. Allez, on continue notre petite balade dans les sensibilités intermédiaires. Et je passe à 6004. Et là, 6004, je me dis,
là, je me crois revenu un petit peu en arrière par rapport à d'autres boîtiers il y a quelques années, parce que j'ai l'habitude sur mes autres boîtiers de pouvoir exploiter le 6004 relativement facilement, sans trop de problèmes. Et là, le 6004, non, je ne l'exploiterai pas directement. J'ai besoin de faire un post-traitement. Alors passons maintenant à 12008. Et là, 12008, c'est encore plus marqué qu'à 6004. Mais je dirais que le palier, c'est vraiment 6004. Vous voyez, on a, si je me résume, on a un premier palier vraiment presque infime à 100 ISO. Un deuxième un petit peu plus marqué à 320, je dirais le troisième vers 640, là c'est quand même nettement plus marqué, et le quatrième à 3200 ISO. Ce sont des paliers dont il faut vraiment avoir conscience, savoir si on doit ou non les utiliser, ces sensibilités intermédiaires, et savoir aussi quelle exigence l'on a au niveau du bruit, et ce que l'on devra éventuellement faire en post-traitement pour utiliser l'image totalement. Alors pour conclure sur cette histoire de sensibilité, ce que je voulais aussi revoir avec vous, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une image qui a été prise à 3200 ISO. Vous voyez, là c'est noté 3200, et qui a été post-traitée de façon à faire apparaître un petit peu le détail de ce plafond magnifique, et tout en conservant ce petit spot lumineux. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas obligé de faire ressortir un petit peu ce détail de plafond. On peut se concentrer, comme ici, juste sur la cible, le spot lumineux qui était assez sympa. Peu importe. En l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est que le fait que ce palier de 3200 ISO apparaisse aussitôt induit aussi, dans les corrections que vous allez apporter ensuite en traitement sur votre image, un certain nombre de choses. Si on agrandit fortement, vous voyez que l'image originale, certes elle est sombre, mais là le bruit est quand même très contenu. Forcément, il est présent, et si on traite l'image, voilà ce qui apparaît. Alors, je ne suis pas allé, on peut tout à fait aller dans le développement, réduire le bruit, déjà sur Lightroom. Ensuite, on a des logiciels, je vous en ai déjà parlé, comme DxO, qui font ça de façon remarquable. On ne va pas faire une fixette sur cette montée en sensibilité et cette apparition de bruit. C'est juste, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, ça existe, c'est présent, c'est comme ça. Et ça fait partie un petit peu de ce boîtier, le Sony Alpha One. Eh bien, il a ces caractéristiques-là. Bien évidemment, ça n'empêche pas de faire des photos tout à fait sympathiques à 3200 ISO avec un bruit contenu. Vous voyez, là, je suis sur un 3200 ISO qui est tout à fait remarquable. Le bruit, comme je vous l'ai dit, apparaît, en particulier dans l'arrière-plan, à chaque fois, que ce soit dans les parties sombres, même dans les parties claires. Mais la photo j'allais dire, elle est belle, hein, je ne vais pas me lancer des fleurs. Disons qu'en tout cas, la photo est tout à fait acceptable, et moi, elle me plaît beaucoup comme ça. Elle retranscrit tout à fait l'ambiance lumineuse qu'il y avait dans cette église très peu éclairée, y compris avec un contre-jour marqué ici. Non, ça me va très très bien. C'est simplement, voilà, ça existe, c'est présent, et je me devais de vous le montrer. Alors pour conclure pour la partie photo, vous ne serez pas déçus par cette incroyable machine de guerre qu'est l'Alpha One. Vous avez une définition invraisemblable, 50 millions de pixels, 30 images par seconde, une dynamique superlative, un respect des couleurs, enfin, que reprocher? Rien. Vous ferez absolument tout ce que vous souhaitez faire, c'est pas l'appareil qui vous limitera. Bon, allez, on passe tout de suite à la partie vidéo, parce que je me aperçois que le film est déjà très long, et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Bon, pour les très très rares personnes qui sont encore présentes après presque 40 minutes de film consacré au mode photo, voici le mode vidéo. Alors que dire? Il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas faire le tour, en tout cas pas en un seul film. Si vraiment vous êtes très intéressé par le mode vidéo, dites-le moi dans les commentaires, j'irai plus loin dans l'analyse de ce mode-là. En attendant, on va déjà quand même faire un petit point sur le nombre de formats, les différents formats d'enregistrement qui sont à votre disposition. Vous avez un tableau récapitulatif sous vos yeux. Donc l'Alpha One nous permet d'accéder au 8K, au 8K UHD, pas au 8K DCI Cinéma, avec un 420 10 bits qui est déjà de très bonne qualité. Maintenant, c'est vrai que la différence avec du 4K, 422 10 bits à 600 mégabits par seconde de débit n'est pas si importante que cela. Et pour profiter totalement des capacités de ce boîtier, il faudra rajouter un enregistreur externe et passer en RAW 16 bits, comme cela est prévu par Sony.
Alors pour moi, bien évidemment, les deux formats qui sortent du lot, ce sont les 4K en mode normal, 30 ou 60 images par seconde, en 4:2 10 bits à 600 mégabits par seconde. D'ailleurs, les 600 mégabits ne sont pas forcément indispensables, on peut passer à 400 ou même à 200 avec des résultats excellents. Et deuxièmement, bien évidemment, le 4K 120 images par seconde, qui là est excellent lui aussi. Par contre, qui est croppé, ça c'est un peu embêtant. C'est toujours gênant dans un tournage d'avoir justement cette différence de plan. Mais en attendant, ce 4K 120 images par seconde est vraiment génial. Moi, ce sont les deux formats que j'utilise pratiquement en permanence, avec des débits variables, là aussi, des différences de qualité relativement minimes, mais vraiment une très belle image. Voilà, donc là je suis revenu avec le profil d'image neutre, donc ce que propose Sony en image, on va dire directement utilisable. Le premier profil, le profil movie. Le profil 3, le profil dit naturel, c'est très sympa, là aussi j'aime beaucoup le rendu. Voilà le Cine One, le premier profil proposé par Sony. Donc là on est revenu au Cine 2, donc le deuxième profil cinéma proposé par Sony. Donc là on est repassé en S-Log 2, là aussi bien connu, hein, de ceux qui utilisent un petit peu leur caméra en les étalonnant, en post-traitement. C'est très intéressant ce S-Log 2, on a vraiment quelque chose qui, là je crois, a une très très grande plage dynamique. Donc là je suis repassé en S-Log 3, hein, toujours pour voir un petit peu la différence avec le Cineton. S-Log 3 qu'on a l'habitude d'étalonner maintenant depuis déjà de nombreux mois, voire années, et qu'on retrouve d'ailleurs sur les caméras pro de Sony. Le Cineton avec donc notre charmant modèle qui nous permet d'apprécier les carnations. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant ce Cineton, en particulier pour les visages. Daniel, si tu veux bien te rapprocher un petit peu, encore un peu. Voilà, t'es trop grande, t'es vraiment trop grande. Parfait. Ah là, c'est super. Voilà. Donc Cineton, je vous le rappelle, le 11e profil proposé par Sony, avec une particularité, c'est quelque chose qui est extrêmement bon dans les tons moyens et sur les carnations, sur les visages. C'est vraiment remarquable. Allez, on attaque ce mode de stabilisation. Dans un premier temps, j'ai désactivé. Il y a 3 modes, hein, le désactivé, standard et actif. Là, on est désactivé. Vous allez voir qu'on a vraiment des progrès très importants qui ont été faits avec cette stabilisation qui agit sur le capteur et non pas sur l'optique, contrairement à d'autres marques. Voici le mode 2, dit standard, qui présente déjà une amélioration, même s'il n'est pas parfait, je pense qu'il n'est pas utilisable en tant que tel directement. Et voici le mode 3, dit actif, et là j'étais quand même assez bluffé. On a déjà une image qui est pratiquement utilisable en tant que telle, même sans gimbal, vous voyez, c'est vraiment bien stabilisé. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'en parler au niveau du mode photo, c'est assez exceptionnel, et là je pèse mes mots. J'ai réussi à faire des photos en mode actif à une demi-seconde, voire même parfois une seconde avec un 24 mm en temps de pause, c'est quand même incroyable. Alors bien sûr, si on couple cette stabilisation active à un gimbal comme le Ronin SC, on arrive vraiment à des stabilisations dignes de production supérieure et exploitables sans arrière-pensée, c'est excellent. Allez, la montée en ISO en vidéo ce coup-ci, donc là je suis avec le 24 mm à 1.4 ouvert à f2 ou 1/50e au shutter. Je suis en 8K, en 4:2 10 bits mais pas à 400 mégabits seconde, à 200 mégabits seconde. Et donc là je suis en ISO 400. Et on va tranquillement faire cette montée en ISO. Je suis maintenant ISO 800, hein, toujours en 8K, 4:2 10 bits, 200 mégabits seconde de débit. Toujours pareil, maintenant à 1600 ISO, donc très logiquement on double les ISO et on double le shutter aussi, 1/200e, toujours à f2. Allez, on passe à 3200 ISO, 1/400e au shutter, normal. Alors tout à l'heure, j'ai commencé à 400 ISO parce que je ne pouvais pas descendre plus bas en ISO. Il n'y avait pas assez de lumière et j'étais déjà au 1/30e de seconde. Donc après, ça aurait été délicat de descendre en dessous sur un 30 images secondes. Bien évidemment, c'était tout à fait impossible. 6400 ISO, toujours à l'ouverture 2.0, 1/800e au shutter. Et là, c'est encore très bon, c'est encore une image tout à fait utilisable en tant que telle.
12800 ISO au 1/1600e de seconde. Alors bien évidemment, ce sont des vitesses de shutter qu'on n'utilise pas beaucoup habituellement en filmage, mais bon, on va s'en contenter pour le test de montée en ISO. Je trouve quand même que depuis 6400 ISO, on a quand même un petit peu de bruit, de façon très diffuse, mais ça monte progressivement. Donc petit à petit, on va voir que 12800 ISO pour moi serait, je pense, une limite à ne pas dépasser. Je dirais même 6400 ISO pour avoir vraiment quelque chose de parfaitement propre sans toucher à l'image. 12800 en y travaillant un petit peu. On va voir un petit peu au-dessus ce que ça donne. Nous voici à 25600 ISO, à 1 3200e de seconde. Non, là, il commence à avoir une toute petite dérive vers le vert, hein, une dérive chromatique verdâtre, très très légère, mais ça se voit quand même à l'image. Le bruit est bien monté, donc moi, j'essaierai d'éviter au maximum d'aller aussi haut en sensibilité si je veux avoir une image qui soit parfaitement utilisable, parfaitement opérationnelle, en tout cas pour une utilisation professionnelle. Après, c'est sûr que ça dépend ce qu'on fait un petit peu de ces images, mais ma limite pour moi, c'est 6004 très propre, 12008 encore acceptable, et puis après, ça se dégrade. 32 000 ISO, qui est la sensibilité maxi dans ce mode 8K, au 1/4 millième de seconde. Oui, là aussi, on a des dérives chromatiques, on a du bruit, enfin bref. Non, là, c'est du sauvetage. Alors, chose assez intéressante, quand je repasse en ISO automatique, le boîtier Alpha 1 considère que la meilleure sensibilité à utiliser dans ces conditions-là, c'est un ISO 400. Et là, on est au 50e de seconde. Hein. Là, je tourne à 30 images par seconde en 8K. Et vous voyez que effectivement, c'est très très propre et c'est tout à fait conforme à ce qu'on pourrait choisir en tant qu'opérateur si on était en tout manuel. Donc l'algorithme fait bien son boulot. Alors, autre qualité absolument incroyable de cet Alpha One, c'est son obturateur électronique. Non seulement il n'y a plus de rolling shutter, c'est-à-dire cette déformation que vous avez sur les images fixes un petit peu rapides, mais vous n'avez plus non plus de scintillement. Cet effet, comme vous le voyez à ce moment sous vos yeux, très désagréable sur certaines lumières artificielles. Là, je suis passé de 1/20e de seconde à 1/1000e de seconde par toutes les étapes intermédiaires. Je n'ai jamais eu le moindre scintillement, c'était parfait à chaque fois, vraiment, on ne se pose plus la question. Obturateur électronique, point barre, et ça marche à tous les coups. Alors maintenant qu'on a de la vidéo en 8K, vouloir extraire une photo d'une vidéo, c'est pas si mal. Pour ce faire, on appuie sur la touche lecture, ici, et on va sélectionner la séquence qui nous intéresse. Là, j'en ai 3, vous voyez, 1, 2, 3. Bon, je sélectionne celle qui m'intéresse, celle-ci par exemple. Je mets en lecture et j'attends que l'image me plaise. Par exemple, celle-ci. Parfait, très bien. Là, c'est un arrêt sur image sur ma séquence vidéo. J'appuie sur cette commande. J'ai un ensemble d'onglets qui apparaissent. Je peux d'ailleurs faire avancer ou reculer plus ou moins vite. Et si j'appuie sur cette petite touche, hop, je vais pouvoir avoir accès à cette commande, ce dernier onglet, et là j'ai une extraction, traitement court, voilà, c'est fait. Alors voyons ensemble maintenant quelle qualité on peut attendre d'une photo comme celle-ci. Alors pour être quand même raisonnable dans la comparaison, j'ai donc extrait cette première image de la séquence vidéo précédente et je l'ai comparée à une image que vous allez voir immédiatement qui est prise directement en mode photo mais en JPEG et en JPEG la plus basse résolution possible. Vous voyez que les deux images sont quand même assez semblables. Alors il ne faut pas comparer ça bien sûr en haute résolution en RAW, mais en JPEG direct en basse résolution, c'est assez semblable. Eh bien, il est maintenant l'heure de conclure ce très long test sur l'Alpha One avec ses caractéristiques ébouriffantes. Alors, j'ai été particulièrement séduit par la polyvalence de ce boîtier. Certes, son prix est très élevé, mais c'est à la fois un boîtier qui a une très haute définition, 50 millions de pixels en photo, et des caractéristiques vidéo extrêmement alléchantes. Bref, c'est un tout en un et qui fait tout très bien. J'ai été particulièrement séduit par la qualité des fichiers photos, la finesse, le détail, mais aussi le très grand naturel des images. C'est vraiment remarquable, à condition bien évidemment d'y mettre les optiques qui vont bien, parce que ce capteur est exigeant et demande le meilleur des optiques GM de la gamme Sony.
Une fois cette condition remplie, on n'a que du bonheur à faire des photos avec ce formidable boîtier. Son autofocus très rapide, sa sensibilité encore raisonnable, même si ce n'est pas la meilleure du marché, permet vraiment de se sortir de beaucoup de situations. Et puis, je l'ai dit, cette polyvalence qui permet de passer allègrement, avec bonheur même, du mode photo au mode vidéo en ayant exactement la même qualité et les mêmes outils à notre disposition. Les menus ne sont pas complexes, les menus sont riches, sont vraiment détaillés et permettent d'adapter ce boîtier exactement à son utilisation. La contrepartie, c'est qu'il faut pouvoir programmer son boîtier en lui assignant des touches, des menus particuliers qui correspondent à votre utilisation. Moyennant quoi, vous avez vraiment, je pense, un des outils, si ce n'est l'outil le plus abouti du marché, qui vous permet de faire à la fois de la photo et de la vidéo de très haute tenue. Quelle année que cette année 2021! Alors bien sûr, les Jeux Olympiques ont été décalés, peut-être que cela a aussi un effet sur les parutions des différentes marques dans l'audiovisuel, mais alors c'est une avalanche de nouveautés. Rien que chez Sony, ces derniers mois, nous avons eu l'Alpha 7S III, l'Alpha 9 II, l'Alpha 7R 4, l'IFX3, l'Alpha 7C, et ce n'est pas fini. L'Alpha 7 IV devrait arriver dans le courant de l'année, et encore pas mal d'autres choses. Alors, je vous invite très fortement à vous abonner. Vous savez que, bien sûr, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Et puis, je vous dis à très vite, bien sûr, pour d'autres tests. Ciao!